Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un article rédigé par Kerry Roberts Gibson et Beth Skinoff. Et ce titre, les petites choses qui affectent nos relations de travail. Alors, l'article commence par une mise en situation. Un après-midi, une responsable, que nous appellerons Cassie, a envoyé un email à son coéquipier Harrison, expliquant pourquoi elle ne l'avait pas inclus dans une réunion avec un groupe de dirigeants de l'entreprise plus tôt dans la journée. Elle et Harrison s'entendaient bien et elle voulait s'assurer qu'il ne soit pas offensé. 2 jours plus tard, l'email n'avait toujours pas été renvoyé. Ce petit incident a amené Cassie à remettre en question leur relation. Pourquoi cette impolitesse soudaine? Harrison était-il réellement bouleversé? Était-il vraiment en bon terme? Comment devrait-elle se comporter la prochaine fois qu'ils se croiseront? Harrison, quant à lui, avait marqué répondre à Cassie sur sa liste des choses à faire. Mais il était tout simplement trop occupé pour s'y mettre. Il n'avait aucune idée que sa lenteur à répondre inquiétait Cassie. La plupart des gens considèrent également les relations entre collègues comme étant fixes. Les bonnes resteront toujours heureuses et les mauvaises ne s'amélioreront jamais. Par conséquent, nous prenons nos relations saines pour acquises au lieu de leur accorder l'attention et l'investissement dont elles ont besoin. Nous radions également ceux qui se sont détériorés au lieu de prendre des mesures pour les améliorer. Cela aussi est ironique car les relations entre collègues sont en réalité fluides. Même les plus toxiques peuvent être réparées et les plus positives peuvent rapidement se dégrader. Si vous faites attention, vous verrez que les relations entre collègues sont en fait constituées d'une série de micro-mouvements, de petites actions ou comportements qui sont sans conséquence sur le moment, mais qui affectent nos relations les uns avec les autres. Les micro-mouvements sont comme les pas qui caractérisent une danse. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce long extrait qui nous propulse dans le vif du sujet? Avant de faire un commentaire sur le long passage qui a été lu, j'aimerais préciser que le sujet qui est abordé concerne en réalité pas mal de personnes. Je trouve que le spectre de la cible est assez large. Étant donné que les relations collaboratives sont nombreuses, il n'y a pas que dans le cadre du travail ou le cadre professionnel qu'on collabore avec des gens. C'est vrai que dans les relations qu'on entretient avec ce type de personnes, des personnes avec qui on collabore pour atteindre un objectif spécifique, on a tendance quand même à les définir de façon assez binaire. Soit la relation est bonne, soit la relation n'est pas bonne. C'est presque systématiquement comme ça. On n'a pas de entre deux, ou en tout cas c'est assez rare. Pour moi c'est assez rare. Et c'est également vrai que quand quelqu'un va te dire au travail par exemple, je ne m'entends pas bien avec telle personne, ou en tout cas ma relation avec telle personne n'est pas positive, tu ne vas pas vraiment sentir une volonté de changer les choses. Tu ne vas pas vraiment sentir un besoin d'améliorer la relation, en tout cas de faire en sorte que la vapeur soit renversée, quoi. C'est souvent, la relation n'est pas bonne et elle reste comme ça. Je trouve que l'article le mentionne bien. Ce que dit l'article, je me retrouve totalement, franchement. C'est intéressant ce que tu dis, en même temps pour moi c'est très paradoxal. Je reconnais que la relation qu'on a avec les collègues ou sur le lieu de travail ou autre, c'est un sujet très délicat. Mais moi, mon expérience n'est absolument pas dans ce sens-là. Parce que moi, je me suis toujours rangée du côté où mes collègues, c'est pas mes amis. Je garde mes distances, je suis polie, aimable, mais je reste toujours formelle. Et on ne se mélange pas au dehors de ça. On collabore, on fait ce qu'on a à faire et puis après, chacun va de son côté. C'est pas forcément que je suis antipathique ou que je ne vais pas aider quelqu'un, voilà. Les relations restent cordiales. Quelqu'un vient vers moi pour me dire j'ai un problème sur tel projet et tout ça, et moi j'ai du temps pour ça, oui. Et ce n'est même pas une question que je me pose parce que je considère l'effort comme étant collectif. Donc c'est pas une question que je me pose. Mais en dehors de ça, je ne vais pas vraiment essayer d'avoir une relation positive avec mes collègues tant que chacun se respecte et que chacun reste dans son coin. Mais je reconnais qu'à long terme,
c'est pas viable parce que déjà moi je me suis plusieurs fois retrouvée dans une situation où parce que j'étais comme ça, mes collègues pensaient que je me croyais supérieure à eux. Je pensais que j'étais meilleure qu'eux et que j'étais snob. Et donc, exprès, ils m'excluaient de beaucoup de choses. Moi, ça ne m'affectait pas parce que, comme je dis, pour moi, on est là pour travailler, on a fini notre travail, chacun rentre chez lui, on n'a pas besoin d'être amis et de passer la vie ensemble. Donc, moi, ça me disait absolument rien. Mais c'est vrai que, du coup, ça a affecté leur manière de collaborer avec moi. Même si, pour moi, ça n'avait rien changé. Ils ne m'écoutaient pas forcément du coup de la même façon, ma participation n'était pas reçue de la même façon. Donc, je reconnais que c'est quelque chose qui est important, mais ça reste quand même un sujet délicat où il faut connaître le juste milieu d'implication et de détachement par rapport aux collègues. Est-ce que tu partirais dans le sens de il faut rester strictement dans le cadre professionnel, c'est-à-dire vraiment, en fait, comme tu as défini. Moi, c'est ce que je pense qui serait idéal. En tout cas, c'est comme ça que tu es parti dans la vie professionnelle. Ouais, moi, je pense que c'est ce qui serait assez idéal. Ok, on ne déborde pas vers le personnel. Voilà, moi, je pense que ça reste idéal comme ça parce que forcément, quand tu as ce détachement-là aussi, les petites choses qui peuvent arriver te permettent. Ça ne t'atteint pas autant. Ok, en fait, tu limites les mauvaises expériences. Je dis ça aussi, parce que quand tu as ce type d'interaction assez formelle, très très formelle avec tes collègues et que c'est réciproque, eux aussi te voient de la même manière, le fait que, donc si moi j'ai une interaction avec mon collègue et puis un jour, tu vois, il est un peu dans son coin, il n'est pas en train de rigoler, tout ça, je me dis ok, là peut-être des soucis. Mais tu ne vas pas t'approcher pour savoir. Non, je vais me dire qu'il a peut-être des petits, donc je ne vais pas le prendre pour moi. S'il a un peu plus à fleur de peau sur certains trucs, je vais me dire qu'il a des problèmes. Je ne vais pas le prendre pour moi. Parce que je sais qu'on n'a rien qui. Aucun passif qui permet. Voilà. Et de la même manière, c'est pas parce que voilà, il a été comme ça hier, aujourd'hui, il vient vers moi pour me demander de l'aide que je vais dire ouais, mais hier, il me faisait la tête, tout ça. Donc, plus. Parce que je considère qu'il a sa vie, il a ces choses qui lui arrivent. Et donc, je suppose aussi que de mon côté, le jour où je ne suis pas forcément de la meilleure des humeurs, mon collègue ne le prend pas pour lui. Il ne le prend pas personnellement, quoi. Voilà. Il comprend que c'est lié à ta vie personnelle et que. Non, ça peut ne ça peut pas lié être professionnel, ce n'est pas lié à votre c'est pas relation. que j'ai un problème avec lui. Oui. Donc, moi, l'idéal pour moi, ce serait ça. Mais. Ça, c'était avant. Non, même aujourd'hui, je pense que ça serait plus facile si on fonctionnait comme ça. Il faut qu'on évolue un peu sur l'article parce que je pense que ce qui est dit à l'intérieur permet de nuancer un petit peu le propos et de voir les choses d'une façon un petit peu. Alors, nous allons continuer en parlant des micro-mouvements. Donc, les micro-mouvements peuvent se présenter sous diverses formes. La plupart rapprochent les gens ou peuvent les séparer. Certains ont un impact plus important que d'autres. Un commentaire irrespectueux lors d'une réunion d'équipe aura probablement plus d'effet qu'une conférence téléphonique manquée. Ensuite, l'article présente quelques scénarios où certains micro-mouvements provoquaient des conséquences. Donc, je vais lire le premier scénario. Donc, vous avez une relation difficile avec un collègue. Vous apprenez que son père est récemment décédé. Vous vous faites un devoir de vous arrêter à son bureau et de lui présenter vos condoléances. Le collègue voit la conversation comme un rameau d'olivier. Plus tard dans la semaine, il vous propose de vous aider sur un projet. Le deuxième scénario. À l'heure du déjeuner, vous et quelques collègues décidez de sortir déjeuner. Vous débattez pour demander à votre seul autre coéquipier de vous rejoindre. Et vous décidez de ne pas le faire parce que les autres vous ont invité. De retour au bureau, vous remarquez que votre coéquipier a l'air en colère. En partant pour la journée, il vous informe qu'il n'a pas relu un rapport que vous devez envoyer tôt le matin. Le troisième scénario. Vous travaillez avec une cliente virtuelle par une application. Un matin, pendant que vous lui parlez, vous répondez également aux emails et aux SMS que vous avez en attente sans prêter attention à ce qu'elle est en train de vous dire. Plus tard dans la journée, alors que vous discutez avec votre patron, il mentionne que le client a exprimé son mécontentement par rapport à votre comportement lors de son appel. Alors, nous avons ici les trois scénarios
qui présentent différentes situations et différents mouvements. Mas, quel est ton avis sur ces scénarios-là? Ok, j'aimerais revenir sur le fait que on est parti en disant que généralement les gens définissent leur relation avec leurs collègues comme soit étant bonne, soit étant mauvaise. Et que ce qui fait qu'on définit généralement nos relations avec les collègues de cette façon-là, de façon super binaire, c'est qu'on ne se rend pas compte que des petits changements, des micro-mouvements, des micro-actions font en sorte que les relations changent, sans même parfois qu'on s'en rende compte. Alors, le premier scénario qui est présenté, je le rappelle vite fait, je prends un exemple pour moi. J'ai une relation difficile avec un collègue, on ne s'entend pas très bien, mais ce collègue-là perd un être cher. Et quand je l'apprends, je passe à son bureau pour lui présenter mes condoléances. Ça, c'est vraiment un micro-mouvement, une micro-action qui change du tout au tout la relation que nous avons. Et la preuve en est que, plus tard, le collègue propose de m'aider sur un projet. C'est un exemple qui illustre très bien ce que c'est qu'une micro-action ou un micro-événement qui modifie complètement la relation qu'on a avec une personne. Parce que si je ne m'entends pas bien avec toi, si tu as cette petite attention de me présenter tes condoléances quand je perds un être cher, c'est quand même quelque chose de remarquable. C'est quand même un événement qui ne s'oublie pas, ou en tout cas qui ne se néglige pas. C'est comme, je donne un autre exemple, quelque chose d'assez banal. C'est assez banal, mais ça a son importance. Si on ne s'entend pas bien en tant que collègue, et que je suppose, on vient tous les deux en retard un matin au travail, et on attend l'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre et j'entre, et je te vois arriver. On ne s'entend pas à la base, mais quand je te vois arriver, je retiens l'ascenseur, je retiens la porte de l'ascenseur ouverte et j'attends que tu puisses entrer avant de mettre. C'est un micro-mouvement, c'est quelque chose d'assez banal, mais qui va quand même changer un minimum le rapport qu'on a toi et moi parce que c'est une faveur que tu m'as faite. Donc, il faut être capable de savoir que les micro-mouvements, les micro-actions sont capables de modifier du tout au tout, ou en tout cas un minimum, ce que nous avons comme relation. De la même façon, les deux autres exemples parlent, mais celui qui me parle le plus, c'est le troisième. Celui qui parle du fait que on est, je suppose, commercial dans une entreprise et qu'on a une conversation avec une cliente au téléphone et que voilà, on ne prête pas plus attention que ça à ce que la cliente nous dit. On est plus concentré sur des emails qu'on reçoit dans le même temps où on est en train de discuter avec elle. Et que la cliente capte bien, enfin elle comprend bien qu'on ne l'écoute qu'à moitié. Et après elle le signale à notre manager. Pour moi, c'est un exemple qui permet de faire, de sortir un petit peu du cadre strictement professionnel. C'est-à-dire que les micro-mouvements ne s'observent pas uniquement, en tout cas l'impact des micro-mouvements ne s'observe pas uniquement sur les relations entre collègues ou entre personnes qui collaborent dans le même cadre, mais également avec des personnes extérieures, dans le cas présent avec un client. Et ça aussi, ça a son impact, ça a son importance. Et rien que cette petite irritation que la cliente a ressentie a changé le rapport que nous avons avec notre manager qui estime que nous ne faisons pas bien notre travail. Bref, il y a les micro-actions dans tous les cas, dans toutes les relations que nous avons, et ça impacte d'une façon ou d'une autre ce qui se passe entre les... En tout cas, moi, d'avoir eu tous ces scénarios-là, franchement, ça m'a stressé en avance. Vraiment. Parce que imagine de devoir penser à toutes les petites interactions que tu as avec tes clients. C'est pas évident. C'est comme si franchement j'essaie de me lancer en politique, donc je fais attention à tout ce que je fais pour m'assurer d'avoir la bonne image devant les électeurs. Moi j'ai pas envie de faire la politique. Et c'est moi tranquille quoi. Tu veux vivre. Oui. Et ça, en plus des responsabilités que tu as à accomplir, franchement je trouve que c'est une grosse charge mentale. Moi, et comme j'ai dit, moi ça m'épuise rien que de penser au fait que je dois faire ça, je suis déjà fatiguée en avance. T'en fais pas, je comprends. C'est pour ça que moi, l'approche que j'ai dit précédemment, c'est ce que je trouve qui... Là, je dois être à l'école. Pour moi. Parce que je me dis, c'est pas comme si je trouve que il faut faire n'importe quoi, se comporter n'importe quoi avec les collègues, mais le fait que je sois déjà normalement d'habitude assez aimable, assez cordiale, et que j'ai comment je dirais,
cette stabilité-là, en quelque sorte, par rapport à moi. Dans mon rapport avec mes collègues, ils savent que, bon, voilà, elle souffre toujours comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, voilà, c'est pas forcément que je suis dans une case, mais il y a une certaine stabilité dans la manière dont je me comporte avec eux. Je trouve que, donc, le jour où ça ne va pas trop, où je ne peux pas performer autant que je devrais, ça me donne une certaine marge pour m'excuser. C'est ce que je disais là où le jour où je ne suis pas forcément de la meilleure, mais mon frère n'a pas le contrôle. Parce que c'est que je sais que cette instabilité dans les relations où c'est probablement quelque chose en dehors de ce qu'on a qui est en train de m'affecter. Parce que si c'est quelque chose qui était dans le cadre de ce qu'on a, soit je l'adresserai, soit si je ne l'adresse pas, c'est que voilà, c'est insuffisant et c'est passé, je ne le retiens pas. L'idée de devoir mentalement faire attention. Bon, déjà, comme je dis, l'idée pour moi, c'était en général avoir les bonnes attentions, comme par exemple aller voir le collègue et tout ça. Moi, je ne vais pas me poser la question de est-ce qu'on s'entend ou s'entend pas. Il a perdu son parent, un état, je m'en vais lui planter les condoléances. C'est surtout que dans notre culture, quand même, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Une cliente ou un collègue qui me parle par téléphone, je vais donner mon attention. Forcément, parce que la personne n'étant pas en face de moi, je sais qu'il y a beaucoup plus de choses à essayer de capter dans la conversation. Et oui, je vais faire l'effort d'avoir quelqu'un vraiment là. Parce que ça s'entend quand tu n'es pas attentionné. Et le troisième scénario qu'on avait où, voilà, on a invité, on a laissé le collègue et tout ça. Oui, je pense que ouais, je me suis retrouvée dans la situation où je laisse mon collègue. Et parce que si je me suis fait inviter, c'est un peu abusé de ramener quelqu'un d'autre. Je pense que c'était ça la partie où on a débattu. Voilà, on a débattu s'il faut le faire venir ou pas. Parce que quand tu es invité, en général, c'est mal vu de venir encore avec quelqu'un. Donc c'est là qu'il y a le truc. Donc, je serais probablement partie sans, mais j'aurais pas l'effort de l'expliquer. Écoute, on m'a invité. Avant de partir, je lui aurais dit on m'a invité, ils m'ont invité et tout ça et tout ça. Donc, si tu penses que tu veux venir te joindre à nous, mais là, je ne sais pas si tu invites ou pas. Donc, avoir cette discussion-là déjà au préalable. Donc, comme tu es déjà, en quelque sorte, bon, peut-être que tout ça, c'est des micro-mouvements finalement en anticipé. C'est ça, en fait. C'est ce que j'allais te dire. Je dirais, donc, je ne sais pas. Je reste mitigée par rapport au... Non, mais c'est juste, moi, mon problème, c'est le fait qu'il faut intentionnellement faire certaines actions pour s'assurer de se faire bien voir, d'avoir une bonne relation avec les collègues. Ça me semble être une charge mentale un peu trop grande, en plus des responsabilités quotidiennes dans le cadre du travail. Je comprends. C'est là que se pose mon avis. Je comprends. Mais voilà, nous allons continuer et penser. On a évoqué l'idée de ce que c'est qu'un micro-mouvement. On a d'abord parlé des différents types de relations qu'on peut avoir avec les collègues, de ce que c'est qu'un micro-mouvement et comment ça peut nous aider. Mais comment alors on peut déterminer quel micro-mouvement les faire et quel effet? Il y a 5 principes directeurs qui ont été présentés dans cet article pour nous permettre de bien choisir nos micro-mouvements et de bien les orienter. Le premier principe directeur, c'est de comprendre le point de vue de son collègue. Alors, on va revenir à la situation de Harrison et Cassie avec l'email en attente de réponse. Harrison considérait que l'email resté sans réponse n'était pas grave, mais Cassie n'était pas d'accord. Mais elle aurait dû s'arrêter et réfléchir à ce qui se passe dans la vie d'Harrison. Est-ce qu'il a des difficultés personnelles? Est-ce qu'il a des difficultés professionnelles actuellement? Et autres. On peut aussi revenir à l'exemple du collègue éploré à qui on a présenté des condoléances. Ce micro-mouvement peut se retourner contre vous en fait. Si votre collègue voit cette action comme manquant de sincérité et pouvant me mettre manipulatrice. Donc, avant de faire un micro-mouvement, demandez-vous comment vous réagiriez si vous étiez le destinataire de cette action. Et ensuite, après le mouvement, évaluez la réponse de votre collègue, sa réaction, et déterminez si elle correspond à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, soyez prêt à effectuer un suivi avec les micro-mouvements supplémentaires. Point très important. Pour moi, c'est quand même important. Je rappelle l'énoncé du principe. Il faut comprendre le point de vue de son collègue. Oui. Moi, disons, c'est un truc avec l'empathie. Je suis très focus sur l'empathie. Bon, excusez-moi, je suis copywriter de base, donc c'est quelque chose qui nous parle beaucoup dans la profession. Donc, être capable de comprendre l'autre
de j'ai l'impression de me répéter dans quasiment toutes nos vidéos, mais comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre. Comment l'autre accueillerait l'action qu'on va poser? Comment l'autre ferait ou apprécierait ce que nous allons faire? Et sur cette base-là, poser l'action. Donc on parlerait de manipulation, mais c'est pas de la manipulation, c'est vraiment être capable de ne pas se mettre au centre de l'action, de ne pas se mettre au centre du truc. En dehors du sens d'empathie, pour moi, le fait de comprendre le point de vue de quelqu'un avant d'agir, ça reste un principe qui est appliqué dans toutes nos situations d'interaction, avec qui que ce soit. Je sors du cadre professionnel. Imagine, j'ai un ami pour qui je veux faire quelque chose, il travaille une période difficile, je veux faire quelque chose pour le réconforter, peut-être lui changer les idées. Mais je ne pense pas au goût de mon ami. Je pense, moi, dans ma tête, je pense que telle chose que tout le monde aime bien faire, par exemple, sortir dîner dans un bar assez huppé, c'est sympa, ça va lui changer les idées. Mais c'est pas son truc, en fait. Et il va, mais il passe pas un bon moment. Il n'est pas forcément, je vais pas forcément améliorer, je vais pas forcément améliorer son humeur. Mon action avait un but, c'est pas un but égoïste, c'est pas comme si voilà, je voulais tirer profit de la situation. Mon but c'était de réconforter mon ami, mais je n'ai pas atteint ce but-là parce que je n'ai pas pris le temps de comprendre son point de vue, de comprendre ce que lui voudrait, ce qu'il voudrait, comment il recevrait mon geste. C'est comme ça dans toutes les actions qu'on pose qui incluent une tierce personne. Il faut toujours prendre en compte quel est le point de vue de cette personne, quelle est la perspective de cette personne avant de poser son action. Ce n'est pas manipulateur, je pense que c'est juste avoir une efficacité dans ce qu'on fait, dans les choix qu'on fait, des actions qu'on fait. Donc, pour peu qu'on fasse ce qu'on appelle un micro-mouvement dans une relation avec un collègue, de façon consciente, il faut garder à l'esprit que c'est pas soi, c'est pas égoïste, c'est pas de façon égocentrée qu'il faut poser l'action. C'est d'abord dans quelle mesure mon collègue va l'apprécier ou le recevoir. Et on peut ne pas assez bien connaître ses collègues pour savoir du premier coup. Donc on peut déjà se baser sur nous-mêmes. Moi en tant que personne, si quelqu'un vient et me fait ça, comment je le prendrais? Et à partir de là, voir après comment le collègue réagit et ajuster à partir de les actions qu'on pose pour améliorer nos relations. C'est ça. Alors, je vais continuer avec le deuxième principe directeur, qui est celui de reconnaître que les micro-mouvements ne sont pas toujours intentionnels. Ça fait un peu... Vas-y, finis. Alors, on revient encore à notre scénario où, avec la cliente négligée, on pourrait utiliser la réaction du client comme un signal qui indique qu'on doit être plus conscient de son propre comportement. Identifier la cause de la réaction d'un collègue peut éviter qu'un petit malentendu ne se transforme en quelque chose de plus grave. Cela dit, il est important de noter qu'un micro-mouvement involontaire n'est pas toujours à blâmer. Déterminer si la réponse inattendue d'un collègue est quelque chose qui n'a aucun rapport avec vous pourrait être aussi simple que de dire directement « J'ai l'impression que quelque chose vous dérange. Est-ce quelque chose que j'ai fait ?» Ça nous ramène à ce que tu disais initialement, à savoir avoir le besoin d'être toujours en train de poser des actions en pleine conscience et de se dire je fais ci pour ci, je fais ça pour ça. Ça ajoute une sorte de charge mentale énorme et ça t'empêche en fait de te consacrer à ce qui est vraiment important. Si tu es vraiment en train de poser toutes les actions en pleine conscience en te disant ça va peut-être heurter ci, ça va peut-être plaire à ça, vraiment tu ne te concentres pas sur tout ce que tu as à faire de vraiment important. Et je trouve que c'est assez pertinent à noter. Tous les micro-mouvements ne sont pas intentionnels. On ne fait pas tout ce qu'on fait de façon volontaire. Ça peut nous échapper. Et pour moi, c'est valide. C'est valide en fait. À partir du moment quand même où on s'est rendu compte que la micro-action qu'on a posée, même si elle n'est pas intentionnelle, à partir du moment où on se rend compte qu'elle a heurté un collègue, c'est la réaction qu'on a à partir de ce moment-là, pour moi, qui est importante. Est-ce qu'on se dit, je m'en fous, ça ne me
regarde pas, c'est à lui de gérer ses émotions, ou est-ce qu'on se dit, j'ai quand même envie que nos relations soient bonnes, ou en tout cas meilleures, et là on prend sur soi d'améliorer les choses, ou en tout cas de revenir sur ce qui s'est passé et de faire en sorte que les relations soient meilleures. Tu vois, c'est la réaction qui est importante. Je trouve quand même que cela va de soi, comme tu as dit. On ne va pas passer sa journée au travail. En plus de travailler à tout le temps, être sur le qui-vive pour savoir est-ce que telle chose que j'ai dit, tel va mal le prendre. Non. On aime. Et même si tu fais très très attention, hein, ça n'empêche pas quelque chose même que tu peux faire de manière intentionnelle pour une intention positive. Reprenons tout à l'heure ce qu'on a vu avec le fait d'aller présenter les condoléances aux collègues. Et lui peut mal le prendre. Parce que, voilà. Donc, la partie où on disait que parfois, ça peut ne pas être forcément parce que tu as fait quelque chose une mauvaise micro-action, un mauvais micro-mouvement. Ça peut être aussi parce que la personne en face a sa perception, a les choses qui sont propres à lui. Et il va prendre les choses d'une certaine manière qui n'ont probablement rien à voir avec toi. Il y a également ce discernement qu'il faut faire. Et aussi, comme ce que j'ai dit plusieurs fois, où parfois on a des sautes d'humeur qui n'ont rien à voir avec le collègue. Et le collègue vient te poser une question et tu le réponds de manière un peu sèche. Oui. Un peu sèche parce que tu es dans ta tête. Parfois, c'est juste parce que tu es dans ta tête en train de réfléchir à ton truc, à ton souci. Et il vient te poser le truc, tu réponds oui, c'est ça. Et tu passes à autre chose parce que tu es dans ta tête. Et il peut le prendre personnellement. Ça, mais tu ne l'as pas fait intentionnellement. Oui, c'est pas qu'il va le prendre personnellement. Il va se dire oh, qu'est-ce que je lui ai fait? Mais il ne t'a rien fait. Donc, avoir cette proaction-là d'aller, quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégrade, d'aller vers le collègue de savoir qu'est-ce que j'ai fait, est-ce qu'il s'est fait quelque chose, qu'est-ce que c'est, déjà pour savoir si c'est quelque chose que j'ai raté ou pas. Mais aussi, moi, ma perception de ça, c'est que c'est de l'information. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à une ère où tout le monde sait que l'information, c'est le pouvoir, et ça n'a pas de prix. Donc, le fait d'aller et à la quête de l'information, ça va faire partie quand même de nos processus dans tout ce que tu veux prétendre faire. Aller à la quête de l'information, de la bonne information, de la vraie information doit être un incontournable. Donc, aller voir un collègue pour savoir, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas juste me baser sur le sentiment, le ressenti que j'ai. Aller poser des questions. Et moi, j'irai même plus loin. Prépare ta question avant d'aller. Prépare une liste de 2-3 questions pour la situation. Et voilà, tu vas. Et c'est pas aussi rester rigide aux questions. Tu vas et tu commences avec une question. Et voilà. Moi, c'est ainsi que je vois la situation. Pas forcément penser que tout le monde a de mauvaises intentions ou que tout le monde va comprendre mon intention parce que j'ai fait quelque chose. Mais toujours quand même être à l'écoute des réactions et aller à la quête de l'information. La communication. C'est le pilier de tout. Hein. Oui. Alors, on va passer au troisième principe directeur, qui est de comprendre son rôle dans l'histoire. Pour aider à comprendre son rôle, on peut se poser les questions suivantes. Comment une tierce personne objective raconterait-elle l'histoire de cette relation de travail? Quels sont les mérites de cette relation et quels sont ses défis? Comment une tierce personne décrirait-elle mon rôle dans cette situation? Mon comportement me rapproche-t-il de mon collègue ou m'en éloigne-t-il? Quel conseil donnerais-je à quelqu'un dans ma situation? Y a-t-il des mouvements ou des actions spécifiques que je pourrais recommander ou déconseiller dans une telle situation? Ça fait appel à la capacité de tout un chacun être honnête avec soi-même. Il faut savoir se regarder dans la glace et se dire ok, dans cette situation j'ai joué tel rôle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et vraiment ne pas considérer qu'il n'y a personne dans la pièce et être vrai envers soi-même. Pouvoir se dire à tel moment j'ai péché ou à tel moment c'est l'autre qui a déconné. Et donc toutes les questions qui sont énumérées là pour moi elles sont très pertinentes. C'est quand même un moyen de juger de façon objective la relation qu'on a avec l'autre. Maintenant, même dans cette situation, on peut louper des choses, on peut omettre des événements, ou en tout cas des éléments, des choses qu'on n'a pas perçues. On peut ne pas avoir
vu toute la situation, en tout cas dans sa globalité, comme en tout cas apprécier ça comme l'autre partie l'a apprécié. Donc c'est un exercice qu'on fait soi, mais il faut quand même ne pas oublier qu'il y a l'autre perspective en face. Moi, je ferai le lien avec ce qu'on a dit pour le point précédent, où tu vas vers ton collègue, tu lui poses des questions, il te dit, pour peu que le collègue soit assez ouvert d'esprit et qu'il veut bien se prêter au jeu, il te dit ce qu'il a, ce qu'il te reproche. Ça peut ne pas être quelque chose que tu as fait intentionnellement, ça peut être quelque chose que tu trouves que c'est normal, genre tu n'aurais pas pu faire autrement. En fait, la situation appelait à ça. Mais ce n'est pas tout de suite d'aller voir le collègue, il te dit tout ce qu'il a à te dire et que tu prends ça pour exemple quand on te dit ok d'accord, moi j'ai vraiment mal tout fait, voilà, je suis un horrible collègue. Non, tu viens et tu prends le temps d'inspecter la situation. Maintenant que tu as écouté le point de vue de ton collègue et toi aussi toi ta propre perspective, tu fais un peu le milieu des deux pour avoir, parce que la vérité se trouvera probablement au milieu des deux. Donc tu fais le milieu des deux pour avoir une véritable perspective de la situation et maintenant faire ton introspection, prendre tes responsabilités là où tu trouves que oui, bon là vraiment j'ai fait ça, j'aurais pu faire autrement, mais j'ai choisi cette situation parce que cette solution parce que c'était la plus facile et c'était pas forcément la meilleure. Ou non, j'avais pas forcément de marge de manœuvre dans cette situation là, je n'aurais pas pu faire autrement. Le collègue devrait voir ça et être compréhensif du fait que les choses se soient passées telles quelles. Ce qui pourra conduire peut-être à une discussion supplémentaire avec le collègue pour expliquer ton ressenti à toi aussi dans la situation. Et je vais dire que en fait, le fait de prendre ses responsabilités et d'accepter cette tort quand on en a, c'est le point de départ de toute amélioration. Tu ne peux pas améliorer une relation en mettant tous les torts sur les autres personnes et en rejetant toute responsabilité. Les responsabilités sont souvent partagées. Quand il y a un conflit, très souvent, ce n'est ni tout blanc ni tout noir d'un côté. Tout le monde a sa part dans la situation et il est important que chacun prenne sa responsabilité et accepte sa part dans l'histoire. Alors, on a un quatrième point qui est assez intense, je dirais comme ça. C'est celui de journaliser ses micro-mouvements. S'il y a une relation que vous aimeriez modifier, prenez le temps de noter les différents micro-mouvements que vous et votre collègue avez effectués au cours des 5 ou 6 interactions les plus récentes, y compris les réponses suscitées par chaque micro-mouvement. Par exemple, si vous avez fait un pas en avant en demandant par exemple de l'aide à un collègue, votre collègue a-t-il reculé en disant qu'il n'avait pas le temps ou a-t-il répondu de la même manière en demandant votre aide pour résoudre un problème? Ok. Je ne sais pas si ce point te plaît. Compte tenu du fait que tu as dit que c'est entre les deux, mais continuons. Bon, en fait, ce que j'apprécie dans ce point, c'est qu'on dit s'il y a une relation que vous aimeriez modifier, c'est qu'il y a la condition. Oui. Cette relation-là, tu la prends en considération et tu te dis, je veux qu'elle change. C'est-à-dire, il y a la volonté de changer le truc. Donc, à partir du moment où il y a cette volonté, les efforts que tu vas mettre à changer les choses, les efforts impliquent que tu journalises. Bon, perso, je ne suis pas très tenue de journal, noter les choses. Par contre, je peux faire une introspection et une rétrospective en fait, voir les dernières interactions que nous avons eues, comment elles se sont présentées, qu'est-ce que j'en tire, comment je les apprécie, toujours d'un œil le plus objectif possible. Et à partir de là, voir les inputs, ou en tout cas ce que je fais pour atteindre l'objectif d'améliorer la relation. C'est bien. Mais vraiment toujours la condition si je veux changer la relation. Moi, j'aime bien l'idée de journaliser en général. Oui, ça te ressemble. Je ne tiens pas un journal où j'écris tout ce que je fais chaque jour. Mais s'il y a quelque chose sur quoi je veux travailler, que je veux changer, comme je dis plutôt, l'information n'a pas de prix. Et l'information, c'est le moteur de beaucoup de choses. En tout cas, si tu veux poser des actions efficaces, il est nécessaire d'avoir les bonnes informations. Absolument. Donc, pour cela, moi, je trouve ça tout à fait correct. Voilà, justement. Aussi, le fait que ça précise s'il y a une relation sur laquelle tu veux travailler, c'est pas que je fais tous les jours, je rentre sur mon message, je me dis, ok, j'ai parlé à Paul aujourd'hui, je lui ai dit ça, il a répondu ça. Non, je ne fais pas ça. Mais si par exemple, je remarque que, voilà, avec le collègue, ça devient un peu, je sais pas,
il y a un peu de friction, ce n'est plus aussi, voilà, ça ne passe plus aussi crème que d'habitude. Je vais prendre le temps, pas forcément de m'asseoir et de réfléchir aux interactions précédentes, je vais probablement pas faire ça. Peut-être je vais m'asseoir et me réfléchir, faire l'introspection comme tu as dit, qu'est-ce qui me dérange, ce truc, est-ce que je peux tracer à quand est-ce que ça a commencé, et qu'est-ce qui s'est passé dans la période entre nous pour que je pense que ça puisse jouer le truc. Et me poser une liste, me faire une petite liste d'hypothèses. Et au cours du temps qui vient, peut-être poser quelques actions pour voir quelle est l'hypothèse qui va se vérifier. Si par exemple c'est que je suppose que voilà, je l'ai négligé sur quelque chose et que ça pour ça qu'elle a mal pris, je ferai l'inverse en essayant de l'inclure plus dans peut-être si on commence un projet que je n'ai pas beaucoup pris en compte dans ma vie, ou bien il a donné un avis que j'ai pas pris en compte, je vais faire l'inverse où je vais l'impliquer un peu plus et voir si ça améliore, ainsi de suite. Et là oui, je vais prendre note de voilà, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas trop donné, j'ai essayé de faire ça, ça a l'air d'améliorer un peu. Et oui, dans ce sens-là, oui, journaliser a tout son sens. Parce que la mémoire est trompeuse. Aussi bien qu'on veut se faire confiance et tout ça, la mémoire est trompeuse. Et puis la mémoire est très souvent teintée par nos émotions. Donc le fait de s'asseoir à froid et d'écrire ce qui s'est passé, juste ce qui s'est passé, et de séparer ce qui s'est passé de ce qu'on a ressenti dans le moment, des actions que lui, il a fait ci, moi j'ai fait ça, il a dit ci, j'ai fait ça. Et ce n'est plus la perception. Et c'est froid-là, et quand tu reviens, tu revois la même information exactement comme ça. Ça permet une certaine neutralité aussi, plutôt que je t'essaie de se rappeler, parce qu'on se rappelle en fait, on se rappelle nos émotions plus que les faits. Donc ça reste teinté quand même pour moi. Donc l'idée de journaliser dans ce sens-là me semble très utile. Alors, ce n'est pas très lourd. Ce n'est pas... Comme je dis, quand c'est ciblé, ciblé pour une personne ou une relation à la fois, et ce n'est pas à faire indéfiniment, tu le fais pour une période de temps. Oui, ça a tout son sens et tout son mérite pour moi. Alors, on a le dernier principe qui est de savoir que les bons et les mauvais micro-mouvements ne sont pas égaux. Voilà. Les micro-mouvements qui nuisent aux relations sont à la fois plus faciles à réaliser et plus puissants que ceux qui sont bénéfiques. Plusieurs recherches ont démontré que les effets des mauvaises interactions dépassent de loin ceux des bonnes interactions. Donc, si vous pensez avoir fait un micro-mouvement qui pourrait avoir lieu à une relation, essayez de réfléchir à au moins 6 micro-mouvements possibles pour compenser. Donc, ça donne matière à réfléchir. Ça met du pain sur la planche. Oui. Non, en réalité, je pense que c'est pas faux. C'est pas faux. Si on a eu un heurt, si on a eu une micro-interaction qui a été négative, forcément, il faut, je pense, plusieurs micro-actions positives pour rattraper le coup. En partant du principe que je veux qu'on rattrape le coup, c'est-à-dire qu'on se ralibauche, qu'on ait une relation positive. Mais je souhaite quand même mettre l'accent sur le fait que toutes les micro-actions ne se valent pas. C'est-à-dire que une micro-action que tu vas poser aura plus de sens dans un contexte donné qu'une autre qui, quand bien même les deux sont censées être positives, il y en a une qui aura beaucoup plus de poids qu'une autre. Je donne un exemple qui me vient comme ça. Je suppose qu'un collègue perd un parent. Je reviens plus ou moins à un exemple qu'on avait déjà évoqué, mais je suppose qu'un collègue perd un parent et que lui et moi, peu avant qu'il perde son parent, on ne s'entende pas, on a eu un problème. Disons que je l'ai saboté. Carrément. C'est même pas un accident, toi tu l'as saboté carrément. C'est que ça reste une micro-action. Mais une micro-action. Ça c'est pas micro. Ça c'est macro. Tu te trompes. Non, je n'ai pas fait exprès. Disons que je n'ai pas fait exprès, d'accord. On nous a confié un travail à tous les deux. Je l'ai fait parce qu'il n'était pas... Bon, c'est pas que je l'ai saboté. Disons qu'il n'a pas participé autant qu'il aurait dû. Donc, j'ai fait savoir à notre supérieur, à notre N+1, qu'il n'a pas participé comme il l'aurait dû. Donc lui, il va mal le prendre. Soyons honnêtes. Mais écoute. T'as pas joué le rôle de l'équipe. Non, attends. Donc,
Notre N plus 1 a appris qu'il n'a pas participé autant qu'il aurait dû et le travail a été validé et tout, mais il est mal vu de notre N plus 1, on est d'accord. Maintenant, il se trouve qu'il a perdu son parent et que, disons que l'enterrement du parent se fait, je sais pas, dans le nord. Donc, je veux pas aller dans le nord. Disons à Abomey. Abomey, c'est à côté. Attends. Il y a même des limites. Laisse-moi finir mon exemple. Donc, l'enterrement se tient à Abomey. Et personne parmi nos collègues, ne s'y est rendu. Parce que, occupé, bref, pas le temps. Et disons qu'il pleuvait le jour. Donc, moi, je me déplace à Abomey pour l'enterrement. On est d'accord que c'est une micro-action qui a quand même du poids. Oui. Ça a du poids. C'est un geste qui ne se néglige pas. C'est un geste qui a un poids. Et que, ensuite, je l'aide dans, je sais pas, une tâche qu'il devait rendre la semaine qui vient ensuite. Donc, après l'enterrement auquel j'ai assisté, je l'ai aidé pour sa tâche. Laissons même cette histoire de l'aider pour sa tâche. Rien que cette micro-action, je pense que ça peut quand même déjà réparer de façon substantielle le tort qu'il estime que j'ai causé. Il faut faire encore des choses en plus. Comme quoi? Parce que, non, mais je te regarde comme ça. Parce Non. Que, non, vous avez tous entendu Siemma sabote les champs. Oh là là, j'ai dit je donne des exemples. Le nom est Et trop ça ne loin. veut pas dire que c'est Le nom est trop loin. En tout cas, déjà pour aller au moins jusqu'à Savalou. Ah bon, mais c'est trop proche. Pour aller au moins jusqu'à Savalou. D'accord, disons ça va. Au moins, toi aussi. Après, oui, il revient de trucs là, quand tu sais que quand même, cette chose-là, ça prend beaucoup d'énergie. En dehors du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et qui a son moral également. Voilà, donc probablement la semaine qui vient, même s'il vient au travail, il n'est pas le plus opérationnel possible. Donc oui, l'aider et le soutenir, pas forcément l'aider en prenant tout sur toi, parce que ça aussi, ça peut être à double tranchant. Oui. Mais peut-être lui faciliter. Oui. La tâche, c'est-à-dire s'il a besoin de produire un rapport, déjà peut-être lui compiler les entrées dont il a besoin pour écrire le rapport, qui n'écrira pas le rapport à sa place, mais lui compiler les entrées en avance, faire un pré-travail pour que le moment où il s'assied pour faire le rapport, ça se passe. Voilà, ces petites choses-là, et aussi peut-être une conversation là. Je me contredis en rentrant dans le personnel, une petite conversation sur son moral. Oui. Quand même, demander est-ce que ça va, tu tiens le coup, et la fatigue après, parce que les gens négligent souvent ce genre de choses. Voilà, on pense juste voilà, émotionnellement ça t'a fait truc, condoléances c'est déjà dit, voilà, il a fait les cérémonies, c'est fini, on peut trouver la normale. Mais il y a le contre-coup, parce qu'en général quand tu perds un parent, il y a les choses à faire qui s'enchaînent. Tu n'as pas souvent, surtout quand c'est un parent qui est proche de toi, tu n'as pas le temps de ressentir. Et c'est après que quand tout se calme que tu reçois. Donc, le fait, donc peu de gens vont faire ce suivi-là avec lui après coup. Le fait que tu prennes le temps et l'effort de faire le suivi après coup moralement, de oh ça va, comment ça se passe. En plus, voilà, ça te fait déjà 3. Quand même. 3. Et à partir de là, il va commencer à se dire bon, Emma, ce n'est pas si nul que ça. Attends, elle m'a fait pour une micro-action, tu dois faire. Moi, je t'ai encore donné 3 et tu n'es pas pour content. une micro-action dans laquelle je ne suis pas fautif à la base. Si tu es fautif, dans la partie où tu as cafeté, est-ce que c'était nécessaire pour toi de cafeter? Ah, peut-être. Est-ce qu'on t'a demandé spécifiquement ok, est-ce que Paul il a fait? Je suppose. Non, parce que bon, comme tu me connais, je ne vais pas dire ça de façon spontanée. Bon, en tout cas, je ne vais pas cafeter, genre, pour cafeter quoi. En tout cas, on a dit ici, quand tu fais un truc qui a peut-être mieux une relation, il faut penser à ces choses. Maintenant, par rapport à la grandeur des actions que j'ai mentionnées, bon, celle de l'aider dans les tâches n'est pas si grosse que ça. Mais le fait c'est en complément des autres en fait que ça prend du poids. Le fait de la voir d'être allé, même si personne n'est allé, d'être allé être présent sur les lieux pour l'accompagner, c'est un geste assez grand. Et surtout par rapport au fait que tu es l'une des seules personnes qui a. Voilà. Et après le suivi, après le fait aussi, ça rentre dans le même contexte où tu es l'une des rares personnes qui a fait cette action. Ça l'a grandi aussi. Donc ça peut passer
pour avoir plus de poids. Et de là, oui, tu peux ne pas avoir fait les 6 micro-mouvements qu'il faut. Oui. En tout cas, Mais tout ça, c'est quand même dois pour en faire montrer plusieurs. que, en vrai, le poids de la micro-action, pour moi, vaut plus que le nombre. Oui, bien sûr. Mais il faut aussi penser à quelque chose. On est en général beaucoup plus affecté par les choses négatives. Oui. On se rappelle beaucoup plus des choses négatives qui nous sont arrivées que des choses positives. Oui. Donc, par rapport à ça, quand tu fais quelque chose qui a créé un souvenir négatif pour la personne et qui se rappelle, ce n'est pas comme si avant ça, tu n'avais jamais rien fait de bien. Mais Ça va quand même assez... ça fait basculer. Et c'est comme ça souvent dans toutes les relations qu'on a. Parce que le négatif s'imprime beaucoup plus profondément que le positif. C'est pour cela qu'en fait, je pense que c'est sur ce principe-là qu'il dit que quand tu veux réparer cela, il faut faire quand même beaucoup plus de choses positives que de choses négatives pour contrebalancer. Alors, je vais lire la phrase de fin qui est un beau résumé de ce qu'il faut retenir. L'essentiel est que les relations entre collègues ont un flux et un reflux naturel. Chaque jour, vous avez d'innombrables occasions de les façonner et de les remodeler. La clé est de faire des micro-mouvements qui construisent les relations de travail que vous souhaitez, au lieu de simplement vous contenter des relations que vous entretenez. Absolument. Alors, nous sommes tout comme ça, tout doucement arrivés à la fin de cet épisode. Moi, j'ai une petite question pour nos éditeurs qui m'a tracassé tout en lisant. Est-ce que vous pensez qu'être aussi intentionnel dans ces interactions professionnelles peut être assimilé à de l'hypocrisie, voire de la manipulation? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis, pour qu'on en discute. Laissez-nous un petit like si cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour parler d'un nouveau sujet. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. En attendant, gardez votre esprit d'équipe.